Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, après un petit temps d'attente, c'est vrai. De toute façon, je vous avais prévenu que j'allais pas être régulière. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une histoire qui, j'espère, vous plaira. En tout cas, c'est une histoire qui, moi, me passionne. Donc j'ai vraiment hâte de vous la raconter. Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans la Rome du XVe siècle. Et on va parler ensemble d'une figure historique assez importante, très controversée aussi. On va parler ensemble de Lucrèce Borgia. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous partager mes petites connaissances sur cette figure historique? Tout d'abord parce que c'est une figure que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai énormément d'empathie, pour laquelle j'ai énormément de sympathie et que je trouve vraiment passionnante dans son histoire. Et on verra à quel point toute son histoire a été manipulée et tout ça, enfin bref, voilà, vous allez voir, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Et surtout, alors, pourquoi maintenant? En fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai commencé à regarder la série The Borgias. J'avais pas de très hautes attentes, pour être sincère avec vous, mais j'avoue que dès les premières 20 minutes, j'ai été vraiment saoulée. J'ai même pas regardé la suite, voilà. Mais il faudrait quand même que je regarde la suite, parce qu'il y aura peut-être des choses intéressantes quand même dans la série. Mais j'avoue que, étant passionnée par cette famille, vraiment je la trouve passionnante, et surtout Lucrèce Borgia, j'avoue que c'était un petit peu compliqué de regarder la suite. Donc voilà, on va essayer de réhabiliter ensemble son image, on va essayer de voir ensemble la vérité, de mettre la lumière sur sa vie aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc j'avais pas envie de faire un gros bloc comme ça historique. Donc j'ai construit la vidéo en 22 faits sur sa vie. Et j'espère que ce format-là de vidéo vous plaira. Voilà. Donc vous verrez, comme j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais souvent regarder comme d'habitude mon ordinateur qui est juste là avec toutes les dates, tout ça. Donc voilà, vous me verrez de temps en temps regarder par là. Écoutez, on va commencer maintenant avec le premier fait historique sur Lucrèce Borgia. Donc, premier fait, premier fact sur sa vie. Elle est officiellement reconnue et chérie dès sa naissance, malgré le contexte historique et religieux. Alors, Lucrèce naît le 14 avril 1480 à Subiaco, donc c'est juste à côté de Rome. Et elle est la fille naturelle donc du très puissant cardinal Rodrigo Borgia, qui va devenir du coup le futur pape Alexandre VI. Je ne vous spoile pas la suite. Et de sa maîtresse favorite, Vannozza dei Catei. Bon, désolée pour la prononciation, j'ai aucune connaissance en italien, mais voilà. Donc Vannozza dei Cateni, qui alors elle du coup se mariera 3 fois au cours de sa vie, donc ce qui fait que Lucrèce Borgia aura plusieurs beaux-pères. Voilà. Donc il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas spécialement honteux, on va dire, pour les cardinaux d'avoir des enfants. En tout cas, même si c'était pas officiellement reconnu, les enfants des cardinaux en général avaient quand même une place auprès d'eux dans la société. Donc, Rodrigo Borgia va avoir, on va dire, 4 enfants légitimes, ou en tout cas reconnus. Donc, dans l'ordre, on va avoir Juan, César, Lucrèce et Geoffrey, qui est un petit peu moins connu. Voilà. Donc, en l'occurrence, Rodrigo Borgia, il va vraiment jouer de ça, il va vraiment montrer avec ostentation ses enfants, il va pas du tout les cacher. Donc voilà, ils seront vraiment reconnus auprès de lui. Donc pendant son enfance, Lucrèce, elle vit vraiment auprès de ses frères, de sa famille, voilà.
Fait numéro 2 sur Lucrèce Borgia. Des astrologues auraient prédit son futur. Alors, déjà il faut se remettre dans le contexte historique. On est au XVe siècle et à ce moment-là, c'est pas du tout un problème, on va dire, pour les personnes assez riches, pour les cardinaux, tout ça, même pour l'église en général, de faire appel à des astrologues. C'est assez commun. Donc, c'est ce que va faire Rodrigo Borgia, encore cardinal à ce moment-là. Il va évidemment demander à des astrologues de dresser le thème astral de sa fille, de ses enfants, mais voilà, de sa fille en l'occurrence. Et il va donc faire appel même à plusieurs astrologues. Et tous les astrologues seront assez d'accord sur le destin de sa fille. Et ils vont lui prédire, lui prédire un avenir assez radieux, assez lumineux, assez... Alors quand je dis lumineux et radieux, c'est dans le sens social du terme. C'est au sens où ce sera une figure qui sera connue et reconnue, qui sera vraiment prestigieuse, voilà. Vraiment, ils vont lui accorder un destin de prestige, voilà, avec sûrement d'autres choses. Alors, bon, il y en a certains qui me connaissent un petit peu, et normalement, il y a peut-être des chances que vous vous soyez demandé si j'étais allée faire un petit tour du côté de son thème astral. Oui, du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder pourquoi il disait ça. Et figurez-vous que, alors, moi je me suis dit, bon ok, voilà, c'est la fille d'un cardinal, donc forcément ils vont forcément aller dans son sens. Ils vont lui dire que voilà, sa fille, elle est super riche et célèbre, voilà. Et quand je suis allée voir son thème astral, bon, j'ai compris pourquoi ils étaient tous d'accord sur ce point-là, parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là dans son thème. Et c'était même marqué en lettres capitales, voilà. Donc, voilà, je pense que c'était pas que pour le flatter, même si dans le thème astral de Lucrèce Borgia, il y a énormément de... C'est pas un thème facile du tout, au contraire, il y a beaucoup de... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas que tout rose, on va dire, son thème astral. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont un peu mortuaires comme ça. Donc, voilà, bref, je referme la parenthèse. Il fallait pas me lancer sur l'astrologie. On referme, on passe à autre chose, on passe au fait numéro 3. Lucrèce Borgia va avoir une enfance assez érudite, même très érudite. En fait, dès l'enfance, elle va être envoyée chez sa cousine, Adriana Orsini. Et c'est elle qui va se charger de faire son éducation. Voilà. Et donc, cette dernière lui aurait même dit la phrase suivante que je trouve très intéressante et encore très actuelle aujourd'hui. Alors, elle aurait dit à Lucrèce: avant toute chose, assurez-vous d'avoir quelque chose à dire, puis exprimez-vous avec simplicité et sincérité, en évitant les mots prétentieux. Je veux vous apprendre à réfléchir, et non pas à élaborer des phrases pompeuses. Et je trouve que cette phrase-là, elle est assez... déjà, elle est très juste. Je pense qu'on peut toujours l'appliquer aujourd'hui, largement. C'est vraiment cette importance de la langue simple, dans le sens accessibilité, pas dans le sens simple, bête, bien sûr, mais vous savez, on dit souvent que les gens intelligents, quand ils transmettent leur savoir, c'est toujours à travers des mots simples, et que moins on a compris un sujet, moins on arrive à l'exprimer simplement. Et je trouve que cette philosophie intellectuelle là, elle est très, très intéressante, très, très pertinente. Voilà, donc j'avais envie de vous la transmettre. Donc auprès de Adriana Orsini, Lucrèce, elle va avoir une éducation très exigeante, vraiment, très érudite, encore une fois. Et suite à ça, elle va dès très jeune parler couramment évidemment italien, mais également catalan, français, et elle connaît aussi le grec et le latin. Et puis elle maîtrise également la musique, la poésie, l'art et l'art de l'éloquence également. Alors, quatrième fact, allez, on pourrait dire même fun fact, il n'y en a pas beaucoup dans la vie de
mais celui-ci me fait un petit peu rigoler. Bon, entre très gros guillemets. Alors, 4e fact sur la vie de Lucrèce, sa meilleure amie va devenir sa belle-mère. Vous allez voir, les Borgia, c'est que des trucs comme ça de toute façon. Donc, Lucrèce, enfant, adolescente, on va dire surtout enfant, elle va se lier d'amitié avec Giulia Farnese, qui a alors... Non, je vous dis pas son âge maintenant. Voilà, donc elle va se lier d'amitié avec Giulia Farnese, qui est vraiment connue pour être très belle. Enfin voilà, elle est vraiment reconnue pour sa beauté à la cour. Enfin voilà, c'est son atout principal, on va dire. Non pas qu'elle ne soit pas intelligente, mais elle est vraiment reconnue pour ça. Dû à ça, elle va devenir la maîtresse de Rodrigo Borgia, donc le père de Lucrèce. Et donc, pour le contexte, Giulia a 15 ans et Rodrigo en a 60. Voilà. Bon, c'est les mœurs de l'époque. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà pour le 4e fait. 5e fait sur la vie de Lucrèce Borgia. Donc, elle va devenir un objet politique. Vraiment, quand je dis objet politique, j'ai pas choisi mon mot par hasard. Elle va devenir un objet politique dès ses 12 ans. On pourrait même dire vers ses 11 ans, mais on en parlera après. Donc à ses 12 ans, suite à l'élection de son père, donc Rodrigo Borgia, qui va devenir le pape Alexandre VI, le 11 août 1492. Voilà. Et donc Lucrèce a 12 ans à ce moment-là. Alors pourquoi j'ai parlé de ses 11 ans tout à l'heure? En fait, il faut savoir qu'à ses 11 ans, son père avait déjà décidé de la fiancer. Voilà, donc à 11 ans, elle était fiancée. Et au moment où il va devenir pape, il va se dire stop, là, toute ma famille va prendre en valeur sur le rang social, sur le plan social. Donc il a annulé les fiançailles de Lucrèce à 11 ans pour évidemment optimiser au mieux le nouveau statut social de Lucrèce qui d'un coup prend énormément de valeur et elle va devenir vraiment une figure majeure, un atout, un objet politique majeur dans la vie, voilà, dans la vie politique en Italie mais aussi en Europe. Donc voilà, à 12 ans, Lucrèce c'est déjà un atout déterminant pour les Borgia. Alors, fait numéro 6. Son premier mariage aura lieu quand elle aura 13 ans. Alors, à 13 ans, son père va décider de la marier avec Giovanni Sforza. Alors, pendant cette vidéo, je vous conseille vraiment de suivre parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de protagonistes, il y a beaucoup d'alliances. Donc, essayez de rester concentré, d'accord? Alors, à 13 ans, son père l'a mariée avec Giovanni Sforza, qui a alors que 23 ans, mais il a quand même 10 ans de plus qu'elle. Donc c'est quand même énorme. Donc lui, il est seigneur de Pesaro. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa famille à lui, c'est une famille qui a vraiment la main sur Milan. Et en fait, c'est notamment son oncle, donc Ludovico Sforza, qui dirige Milan. Vraiment, c'est le seigneur de cette ville. Je sais pas si on peut dire duché. Bon, je sais pas. Donc retenez bien ce nom-là, Ludovico Sforza, parce qu'on va en reparler après. Alors le but de cette alliance à ce moment-là, c'est de contrer en fait le clan de Naples. Donc on a d'un côté, on va dire Rome, donc la capitale quand même, Rome, le Vatican, qui s'allie à Milan pour contrer Naples. Et de fait, le pape a la main du coup sur le nord et le sud de l'Italie. Voilà. Et donc en 1493, notre petite Lucrèce, enfin petite, c'est un peu bizarre parce qu'elle est mariée, mais donc à 13 ans quand même, elle part s'installer. Alors,
installé à Pesaro, donc chez son cher mari Giovanni. Sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Pesaro, c'est un peu bienvenue chez les ploucs, en fait. Enfin, non, en fait, c'est la campagne, voilà. C'est la campagne, et puis surtout, elle vient de Rome. Donc, elle est habituée au luxe, elle est habituée à tout ça. Donc, voilà, elle est pas très... elle est un petit peu déboussolée, on va dire, au début. Alors, fait numéro 7. Son mariage deviendra très vite très politique et sera même au centre d'une guerre. Alors, en 1494, la France va envahir l'Italie. Donc avec comme commandant, on va dire, avec à sa tête Charles VIII. Et à ce moment-là, donc vous vous rappelez Ludovico Sforza, donc le seigneur de Milan, l'oncle du mari de Lucrèce. Lui, il va faire alliance avec les Français. Voilà, ça commence les dramas. Donc il fait alliance avec les Français. Et évidemment, cette alliance, elle n'est pas du tout au goût d'Alexandre VI, du pape Alexandre VI. Elle n'est pas au goût non plus de César Borgia, parce que vous allez voir, on n'en a pas trop parlé. Mais César Borgia, ça va être un gros dossier dans notre vidéo aujourd'hui. Et donc forcément, notre petit Giovanni, qui a alors 23-24 ans, Lucrèce aussi, hein, mais voilà, ils se retrouvent tous les deux au sein, enfin vraiment au milieu d'un conflit national. Enfin, je sais pas si on peut dire national, mais en fait, carrément européen en fait. Et forcément, il est tiraillé entre sa famille, du coup, milanaise, d'un côté, qui est alliée aux Français, et sa belle famille, donc les Borgia, qui sont ennemis avec les Français. C'est là où César Borgia commence à faire son entrée dans l'arène, et c'est un petit peu la main armée, enfin même carrément, c'est la main armée des Borgia. Et forcément, son premier but à lui, ça va être d'éliminer Giovanni, voilà, clairement. Donc évidemment, César va vouloir éliminer Giovanni, il va tout faire pour les séparer. Il en parle à Lucrèce. Et Lucrèce, du coup, réussit à prévenir Giovanni. Il s'enfuit et il réussit à se réfugier à Milan. Bon, vous allez voir, la suite est assez drôle. Enfin, drôle, on s'entend, d'accord. Alors, fait numéro 8. Le premier mariage de Lucrèce va être annulé. Donc son premier divorce aura pour raison l'impuissance. Non, attendez, stop. Déjà, c'est drôle. Bon, vous vous doutez bien qu'à l'époque, déjà, on divorce pas comme ça. Enfin, on divorce pas tout court. Et en plus de ça, je vous rappelle que c'est quand même la fille du pape. Donc, il faut vraiment une sacrée bonne raison pour divorcer à cette époque. Et du coup, Alexandre VI et César Borgia vont clairement imposer à Giovanni un deal, en gros. Enfin, c'est même pas un deal, ils vont juste lui imposer quelque chose. Et donc, en fait, Giovanni, il va devoir avouer publiquement qu'en gros, il n'a pas honoré Lucrèce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, il est impuissant, quoi. Et donc, il va devoir avouer ça publiquement devant tout le monde. Le contexte, il a 24-25 ans. Et en plus de ça, il aura des enfants après. Ou il a déjà eu, je crois, des enfants illégitimes, un truc comme ça. Donc. Bref. Donc autant dire que pour l'époque, c'est vraiment, vraiment la honte. D'accord ? Et donc, notre petit Giovanni,
qui repart littéralement la queue entre les jambes, bah franchement il va avoir un petit peu le seum. En fait j'ai que envie de rire pendant cette vidéo parce que c'est que des dramas. J'ai l'impression d'être dans les ch'tis versus les Marseillais, des trucs comme ça. J'ai que envie de rire en fait, c'est infernal. Donc notre petit Giovanni, il va être assez en colère, je pense qu'on pourrait au moins dire ça, par ce que lui ont fait faire les Borgia. Et du coup, c'est là où va naître du coup le mythe autour des Borgia. Il va commencer à dire à tout le monde qu'en gros, le pape a voulu garder sa fille pour lui. Donc sous-entendu que le pape, donc Alexandre VI, aurait des relations sexuelles avec Lucrèce, et que c'est pour ça qu'en gros il a demandé le divorce avec Giovanni, pour garder sa fille pour lui. Voilà. Et donc c'est de là que va naître du coup les rumeurs sur la famille incestueuse. Voilà. Maintenant, donc on arrive au 9e fait sur sa vie. Le couvent va devenir son refuge. Alors, on arrive en 1497 et Lucrèce a alors 17 ans. Bon, il faut bien se dire qu'à 17 ans, elle a déjà vécu 2 fiançailles, un mariage et un divorce. Voilà. Et elle en a ras-le-bol. Voilà. À juste titre. Elle en a marre de sa famille de fou. Elle en a marre du coup des complots, elle en a marre. Enfin voilà, elle en peut plus. Donc voilà, à 17 ans, elle fait déjà un mental breakdown de sa famille complètement toxique. Et elle part du coup faire une retraite spirituelle à San Sisto, à Rome. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lucrèce Borgia, c'était vraiment quelqu'un d'assez pieux au final. Donc elle était très croyante. On parle jamais tant que ça de cette partie-là de sa vie. Mais même si elle était au centre de plein de complots, plein de choses comme ça, au final c'est quand même quelqu'un qui était très proche des sœurs de San Sisto pendant toute sa vie, vraiment. Et elle fera plusieurs retraites spirituelles au cours de sa vie. Donc à 17 ans, elle en a marre de sa famille. À ce moment-là, elle est encore en plein divorce. Enfin, en fait, c'est surtout son père et son frère qui vont gérer ça pour elle. Mais à ce moment-là, pendant et après du coup son divorce, vraiment, on peut le dire, assez catastrophique sur le plan social. Enfin, très houleux en tout cas. Elle se rebelle, voilà, et elle part s'enfermer dans le couvent. Et du coup, à ce moment-là, elle aura une vie assez pieuse. Et vous allez voir, ça me fait une bonne transition avec le fact numéro 10. Alors, fait numéro 10, de cette piété va naître l'infens Romanus. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, pendant son séjour au couvent, son père va lui envoyer un messager, enfin voilà, il va lui faire passer des lettres, tout ça. Et donc elle va se lier d'amitié avec un certain Perodo. Et en 1498, ils sont tellement amis que notre petite Lucrèce va tomber enceinte au couvent. Voilà. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que là, ça contrecarre totalement les plans d'Alexandre VI, de son frère, tout ça. C'est absolument pas dans les intérêts que Lucrèce tombe enceinte d'un messager. Enfin, ça n'a aucune stratégie politique. Donc évidemment, premier réflexe pour César Borgia, l'assassiner. Voilà. Donc on dira même que je crois que c'était lui, parce qu'il y a eu tellement d'assassinats, tout ça, que en gros, il me semble que Perodo, du coup, enfin que César est venu au couvent, donc où il y avait Perodo, pour venir le tuer. Perodo il s'est enfui à cheval, et je crois que son cheval,
mort à l'entrée de Rome, tellement il a cavalé quoi. Mais bon, du coup, César a quand même réussi à tuer Perotto. Bienvenue chez les Borgia. Bon, alors ça, du coup, c'est pour Perotto, mais Lucrèce est toujours enceinte et il faut bien faire quelque chose de cet enfant. Donc, il faut bien se dire que encore à ce moment-là, on est en pleine négociation pour le premier divorce de Lucrèce. Donc, et Lucrèce, elle est déjà enceinte. Elle est bien enceinte, d'accord. Donc à ce moment-là, pour quand même préserver la réputation de Lucrèce, parce qu'encore une fois, voilà, elle est enceinte jusqu'aux oreilles, quoi. Mais elle est toujours, enfin ils sont toujours en train de gérer son divorce, quoi. Donc Alexandre VI et César Borgia, ils vont faire courir la rumeur que l'enfant à naître, bon, enfin à ce moment-là, je pense qu'il est déjà né, logiquement, en fait est un enfant illégitime de César avec une femme inconnue, en gros. Donc je sais pas, une roturière, enfin voilà, une bonne de maison, enfin voilà. En tout cas une femme inconnue. Et donc c'est là que la rumeur de l'Infens Romanus va naître. Donc en gros, Infens Romanus ça veut dire l'enfant de Rome. Voilà. Bon, en fait, il s'appelait Jean. En fait, ça me fait rire comment je l'ai écrit dans mon script. Donc voilà, l'Infens Romanus c'est l'enfant de Rome, mais en fait il avait quand même un vrai prénom, il s'appelait Jean Borgia. Voilà. Bon, ça c'était au début. Après, en fait, pour des raisons politiques, je sais plus exactement quoi, mais pour des raisons politiques, en fait, c'est le pape Alexandre VI qui va reconnaître cet enfant-là en disant que c'était son enfant à lui, avec une femme inconnue, une autre. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, cette stratégie-là, bon bah du coup, ils n'avaient pas trop le choix de faire comme ça, mais le truc, c'est que ça va largement alimenter aussi, bah forcément, les rumeurs de l'époque. Parce qu'en fait, Lucrèce, elle va revenir au Vatican, enfin à Rome en tout cas, et elle va s'occuper de cet enfant, qui est donc le sien. Elle va s'occuper de cet enfant, et du coup, oui, ça va alimenter les rumeurs d'inceste en fait, hein, tout simplement, parce que le fait que ce soit César, puis après Alexandre VI qui reconnaissent l'enfant, enfin, en vrai, César Borgia, il n'a pas vraiment reconnu l'enfant, c'était une rumeur. Mais en tout cas, le fait que ce soit Lucrèce qui s'occupe de son fils, bah ça va largement voilà, alimenter les rumeurs de l'époque d'inceste. Ah bah voilà, c'est l'enfant de Lucrèce et son père quoi. Alors, fait numéro 11. Je sais pas si vous vous souvenez, mais donc il y a César, Lucrèce et donc il y a leur premier frère qui s'appelle, qui s'appelait Juan du coup. Donc fait numéro 11, elle va perdre son frère Juan mystérieusement. Alors, cette même année, en donc 1498, Juan est retrouvé assassiné dans le fleuve, le Tibre, vous savez, à Rome. Et parallèlement à ça, leur frère César va être promu au rang de chef militaire des États pontificaux. Donc en fait, parallèlement à ça, on a d'un coup, on a Juan qui décède, qui est assassiné, et de l'autre César qui gravit les échelons sociaux. Alors, forcément, parce que tout le monde commence à se dire ouais, les Borgia vraiment famille à problème, ils sont vraiment un peu fous dans cette famille. Donc forcément, il y a des rumeurs indiquant que ce serait potentiellement César qui aurait commandité le meurtre de son frère Juan pour prendre sa place, en gros. Bon, je sais pas si c'est attesté ou pas, mais je crois pas que ce soit attesté. Donc c'est vraiment des rumeurs. Fait numéro 12. Notre petite Lucrèce, qui en a déjà vécu pas mal, va, à 18 ans, vivre son premier mariage d'amour. Oui.
que Lucrèce était en train de faire sa retraite spirituelle chez les sœurs de Saint-Isto, forcément son père et son frère se sont chargés d'aller lui trouver un nouveau mari. Et elle va se marier, du coup, quelques temps plus tard, avec Alfonso d'Aragon. Et alors là, c'est super parce que, donc, elle a 17 ans, lui 18 ou l'inverse, je sais plus, mais en tout cas, ils ont le même âge. Et coup de chance, ils se plaisent beaucoup et ils tombent follement amoureux. Donc, c'est super, voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, ils se marient. Et de ce mariage-là va naître un premier enfant qui s'appellera du coup Rodrigo, en l'honneur du coup du père de Lucrèce, du pape. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils sont heureux pour l'instant. Alors, fait numéro 13, Lucrèce sera reconnue très vite comme étant une dirigeante très diplomate et vraiment reconnue comme étant intellectuellement avec une vraie intelligence politique pour le coup. Alors, à 19 ans, son père la nomme comme étant gouverneur de Spolète et Foligno, donc qui sont deux villes. Et donc elle se révélera être très habile politiquement, très juste, notamment dans les gestions de conflits qu'il y aura à ce moment-là. Vraiment, c'est des conflits locaux, c'est pas énorme, mais voilà, très vite, elle va être très stratège dans le bon sens du terme, et elle va être surtout très diplomate. Voilà, elle va être très diplomate et elle va user du coup de sa diplomatie pour voilà, régler les conflits. Clairement à l'opposé de son frère César qui lui ne fait qu'utiliser la force et les armes pour diriger quoi. Voilà. Sur mon script j'ai écrit contrairement à son frère le gros bourrin. C'est vrai, c'est ça. Alors c'est maintenant qu'il faut commencer à bien suivre ce que je vais vous dire et je vais regarder vraiment mon écran parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ok. Donc là on commence à parler stratégie, on commence à parler conflits européens. Bon, encore une fois, l'Europe ça n'existait pas à cette époque, donc c'est un petit peu on peut pas vraiment parler d'Europe, voilà, mais voilà, vous allez comprendre là où je veux en venir. Alors, fait numéro 14, son frère César change de bord en 1500. Alors, à la base, César Borgia, il devait se marier avec la cousine d'Alfonso, donc Alfonso, le mari de Lucrèce. Ok. Il devait se marier avec sa cousine Carlotta de Naples. Mais clairement, c'est un échec. Parce qu'en fait, Carlotta, déjà, elle aime pas du tout César. Elle va le trouver trop rustre. Enfin voilà, c'est vraiment un échec, hein, clairement, il lui plaît pas du tout. Et surtout, à ce moment-là, donc, Carlotta de Naples, elle est déjà éperdument amoureuse d'un noble français qui est Guy XVI de Laval. Donc autant vous dire que les Borgia, ils ont vraiment les Français en travers de la gorge. Donc pour vous faire un petit résumé, à ce moment-là, c'est Rome, Naples, parce que je vous rappelle qu'Alfonso, le mari de Lucrèce, il est napolitain. Donc c'est Rome, Naples versus la France. Voilà, c'est gros clash entre les deux. Ok. Et alors là, plot twist. Plot twist. César Borgia, il va en faire un petit peu qu'à sa tête. Et il va aller toquer chez les Français en disant coucou, j'aimerais bien me marier, enfin j'aimerais bien m'allier à vous en fait. Donc César Borgia, il va s'allier à son ancien ennemi Louis XII. Donc à ce moment-là, c'est le roi de France. Et il va épouser Charlotte d'Alembert. Je crois que c'est Alembert ou Albert, je sais plus, bref. En tout cas, c'est une parente du roi.
Donc, résumé, maintenant, c'est les Borgia avec la France versus Naples. Et alors, dans Naples, je vous rappelle qu'il y a quand même ce petit Alfonso, mari de Lucrèce. Ça sent pas très bon, les amis, je vous le dis. Alors, fait numéro 15, on change un petit peu des alliances, on quitte ces alliances et encore qu'on va y revenir très vite. Mais on va parler d'autre chose. Donc, fait numéro 15, un astrologue va avertir du coup le pape Alexandre VI que un malheur va bientôt arriver. Bon, alors chez les Borgia, c'est vrai que c'est pas une prédiction qui est très risquée, mais en l'occurrence, ça s'est révélé être assez pertinent. Parce que l'année du jubilé, donc 1500, et plus précisément en juin, donc vraiment quelques mois plus tard, après cette prédiction, en fait, à un moment, il va y avoir une espèce de tempête, je crois que c'est au Vatican, une espèce de tempête comme ça, qui va faire s'effondrer une cheminée dans l'enceinte du Vatican. Et en fait, ça va faire... donc le pape sera blessé, il y aura beaucoup de blessés, et il y aura surtout 3 morts. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que ça a été très pertinent, cette prédiction. Voilà. Parce que c'est vrai qu'une cheminée qui s'effondre juste au-dessus de votre tête, ça arrive pas tous les 4 matins. Bon. On en arrive à notre fait numéro 16. Notre petite Lucrèce va vivre un deuil assez traumatisant à ses 20 ans. Voilà. Parce que Bichette Miskine, elle a déjà pas assez souffert. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu renommer cette vidéo comme ça. Vraiment Lucrèce Miskine. Je vous le rappelle, à ce moment-là, le mariage de Lucrèce avec Alfonso d'Aragon, donc les Napolitains, ça c'est plus du tout au goût de César, des Borgia, c'est vraiment un obstacle. Bon voilà, vous vous doutez bien de ce qui va arriver. César Borgia, il va décider du coup avec ses hommes de main d'aller assassiner Alfonso. Et donc cette attaque-là, elle se passe sur la place Saint-Pierre, donc vous savez vraiment littéralement au pied du Vatican quoi. Mais Alfonso va survivre, voilà, il sera sauvé de justesse. Et donc c'est Lucrèce qui va prendre soin de son mari pendant des semaines dans sa chambre quoi. Il sera alité pendant des semaines. Et alors c'est là où on voit vraiment le caractère de César Borgia. Donc le 18 août 1500, César Borgia, parce qu'il faut quand même bien se dire que Lucrèce, elle a mis des gardes devant la porte, parce qu'elle connaissait son frère. Bon, il réussit à passer quand même. Donc César Borgia, il vient chuchoter à l'oreille de son beau-frère la fameuse phrase « Ce qui ne s'est pas passé au déjeuner se passera... » Attendez. Ah oui, ce qui ne s'est pas passé au dîner pourra encore se passer au dîner. Donc sous-entendu, je vais te tuer en fait, voilà. Voilà, t'as survécu une fois, voilà. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire, il va en fait l'étrangler, juste après lui avoir dit ça. Donc, notre petite Lucrèce, encore une fois, elle se retrouve veuve à 20 ans. Et alors là, pour le coup, c'est pas un petit deuil, hein, c'est vraiment son grand amour, non seulement de jeunesse, mais son grand amour qui se fait assassiner, donc Miskine. Alors, on parle quand même de Lucrèce Borgia, donc c'est pas quand même qu'une victime, hein, on se rappelle que c'est quand même... alors oui, c'est un pion stratégique, tout ça, mais elle en a quand même dans la tête, notre petite Lucrèce, et forcément, voilà, ça va se voir, clairement elle aura des responsabilités, elle a la main sur plusieurs villes, etc. Donc voilà, c'est quand même une boss lady quoi. Et donc on arrive au fait numéro 17. Elle va devenir la première régente du Vatican. Alors, à l'été 1500,
Alexandre VI va devoir s'absenter pour faire pour des affaires. Donc il s'absente du Vatican. Et à qui il va confier du coup la régence du Vatican? C'est pas à César, c'est à Lucrèce. Il va confier à sa fille la régence du Vatican pendant son absence. C'est un truc de ouf en vrai. Et donc à seulement 21 ans, c'est elle qui va s'occuper des affaires du Saint-Siège. Elle va gérer les dossiers politiques, ce genre de choses. Et alors même si bon, elle va un peu se faire chambrer par les autres cardinaux à ce moment-là, elle sera quand même largement reconnue pour son intelligence émotionnelle, politique, encore une fois, à ce moment-là. Et alors, c'est pour ça aussi que je voulais... Lucrèce Borgia, c'était vraiment, je crois, un de mes personnages historiques préférés. J'ai beaucoup de sympathie pour elle, vraiment. J'ai une profonde sympathie, ouais, vraiment. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, mon fond d'écran, figurez-vous que c'est elle. Le fond d'écran de mon téléphone, en fait, c'est justement ce tableau-là. Je pense que je vous le mettrai à l'écran peut-être ici. Et donc c'est Lucrèce Borgia quand même au Vatican. Voilà. Donc c'est mon fond d'écran. C'est un tableau que j'adore, que je trouve vraiment beau. Et voilà, ça vaut le coup quand même d'être mentionné. Alors, cette vidéo est déjà très longue, mais on arrive du coup au fait numéro 18. Son 3e mariage et son glow-up à Ferrare. Alors, à la fin de l'année 1500, toujours son père va organiser un nouveau mariage pour Lucrèce. Et je vous dis, en vrai, il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps dans la vie de Lucrèce, quand on regarde. Et donc elle va se marier une 3e fois avec Alfonso d'Este, qui est donc le futur duc de Ferrare. Voilà. Alors ça me fait rire parce que pendant mon script, pendant que j'étais en train d'écrire le script qui fait quand même 6 pages, j'arrêtais pas d'avoir la musique ST dans la tête, c'est infernal. Bref. Voilà, Lucrèce elle se marie pour la 3e fois et il faut quand même bien se dire que là, c'est quand même un mariage assez libérateur. Elle se casse de Rome, voilà, c'est de la libération, elle est loin de sa famille toxique, elle est loin des manipulations, des complots de Rome, tout ça. Donc quand je parle de glow-up, c'est vraiment pour ça en fait. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que à ce moment-là, c'est une duchesse très respectée. Elle gère très bien les affaires de Ferrare. Et quand son mari part faire la guerre, c'est elle qui s'occupe des affaires du duché. Donc voilà, elle est très respectée. Et en plus de ça, il y a une partie de la vie de Lucrèce qu'on n'a pas mentionnée et qui va vraiment voir le jour à ce moment-là. C'est que quand elle sera duchesse de Ferrare, elle va vraiment transformer sa cour en un mécénat à ciel ouvert, quoi. Enfin voilà, elle va repérer des grands artistes et elle va protéger beaucoup d'artistes, de poètes, de philosophes, etc. Et donc on peut dire que Ferrare à ce moment-là, ça devient vraiment un des épicentres, un des cœurs culturels et artistiques de l'Europe, vraiment. Voilà. Donc grâce à Lucrèce. Oui, entre-temps j'ai mis mes petites lunettes parce que je commence à avoir mal aux yeux. Voilà. Allez, fait numéro 19. Alors, fait numéro 19, son frère César va inspirer Machiavel. Voilà. C'est peut-être un fait que vous connaissez déjà, je sais pas. Alors, en 1502, Machiavel, donc Machiavel qui est alors un théoricien politique, théoricien de la guerre, enfin voilà. Il va faire la rencontre de César. Et en fait, il va être tellement ébloui par sa manière de diriger qu'il va s'inspirer de lui pour écrire Le Prince. Voilà, donc Le Prince de Machiavel. Voilà. Petit fun fact littéraire. Bon, faut quand même bien se dire qu'il est quand même inspiré par sa cruauté et sa radicalité dans sa manière de diriger. Bon, voilà.
j'ai rien de plus à rajouter, tout est dit. Alors, fact numéro 20 sur Lucrèce Borgia. En fait, il faut quand même parler de la maternité dans sa vie qui a quand même pris une place extrêmement importante. Alors, Lucrèce Borgia, elle a quand même donné naissance au total à 10 enfants. Donc, on a son premier enfant, donc avec Père Otto, vous savez le messager là au début, Jean Borgia qui sera reconnu par son père, blablabla. Donc ça fait un premier enfant. Deuxième enfant avec Alfonso d'Aragon, donc vous avez son premier amour. Alors, c'est un petit peu triste parce que Rodrigo Borgia, Rodrigo d'Aragon, pardon. Rodrigo d'Aragon, lui va mourir assez jeune, il va mourir à 12 ans. Et en plus dans des circonstances qui sont vraiment tristes, mais ça je vais en parler juste après. Et du coup, elle aura 8 enfants avec son troisième mari, donc Alfonso d'Este. Oui, autre parenthèse, elle a eu 2 maris qui s'appelaient Alfonso. Voilà. Donc clairement, elle va passer la majorité de sa vie enceinte avec voilà, Alfonso d'Este, son troisième mari. Et alors, sur ces 8 enfants, il y en a plusieurs qui vont quand même mourir en bas âge. Dedans, j'ai pas compté les fausses couches, tout ça. Mais voilà, il y en a quand même pas mal qui vont mourir en bas âge ou assez jeunes. Et au final, il n'y en a que 4 qui vont atteindre l'âge adulte. Parmi ces enfants qui vont atteindre l'âge adulte, quasiment tous en fait vont avoir quand même une vie assez prestigieuse au final. Donc on a notamment Hercule II, oui elle a appelé son fils Hercule, elle a donc son fils Hercule II qui va devenir donc le prochain duc de Ferrare. Son fils Hippolyte qui deviendra un cardinal très riche et assez célèbre pour avoir fait construire du coup la villa d'Este à Tivoli, qui est très reconnue, hein, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la Renaissance. Et on a également Francesco d'Este qui lui va devenir marquis de Massa Lombarda et qui deviendra aussi un assez grand chef militaire. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte, mais ceux qui l'ont fait, en tout cas, ont eu quand même des destins assez prestigieux au final. Alors pour revenir, vous savez, à son deuxième enfant qu'elle a eu avec Alfonso d'Aragon. Alors le petit Rodrigo d'Aragon, du coup, lui va devoir rester à Rome. Si je dis pas de bêtises, il va devoir rester à Rome et du coup quand elle va se remarier, elle va devoir abandonner Rodrigo à Rome. Et en fait il va mourir quand il aura 12 ans. Voilà. Bon alors, pour enchaîner sur un fait, sur le fait 21 qui est pas plus joyeux, malheureusement Lucrèce, elle va mourir suite à une grossesse. Voilà. Donc, en 1519, donc elle a alors 39 ans. C'est pas vieux, hein. Voilà, donc elle va mourir de la fièvre puerpérale. Donc c'est une infection. C'est une grave affection qu'on a en général, enfin qu'on peut avoir après l'accouchement. Et donc elle va donner naissance à son 8e enfant et elle va mourir du coup des suites de l'accouchement. Je me demande aussi si son enfant va pas mourir aussi. Et il me semble de mémoire, bon je le dis parce que je l'ai pas noté, mais elle va demander à être enterrée, vous savez, chez les sœurs à San Sisto. Genre elle a vraiment une sépulture très sobre dans son... Enfin comment, dans son... là où elle faisait ses retraites spirituelles, etc. Donc chez les sœurs de San Sisto, voilà. Et donc il faut quand même bien mentionner aussi que elle va laisser une famille derrière elle, mais surtout une cour qui est quand même très triste de l'avoir perdue, parce que c'était quand même une figure qui était très respectée, qui était très brillante, voilà, qui était reconnue pour sa résilience aussi. Donc c'est une mort qui est très triste pour beaucoup de gens à ce moment-là. Et on en vient du coup à notre dernier fait sur la vie de Lucrèce Borgia, donc le fact numéro 22. En fait, Lucrèce Borgia, c'est vraiment la victime de la plus grande
empoisonneuse, incestueuse, pardon, vraiment comme une figure vraiment débauchée quoi, alors qu'elle était très pieuse, hein, je vous rappelle, enfin très pieuse, bon, elle était pieuse, elle était en tout cas très croyante. Voilà, elle était pas empoisonneuse, elle était pas incestueuse, tout ça quoi. Bref. Donc on se rappelle quand même que voilà, les responsables de sa mauvaise réputation, bah, ça va être son ex-mari, et puis surtout ça va être vraiment tous les ennemis de César et de Alexandre VI qui vont utiliser Lucrèce comme un outil de manipulation au niveau de la réputation des Borgia quoi. Donc voilà, c'était pas mérité du tout. Enfin Lucrèce, voilà, c'était pas, je vous dis, c'était pas une manipulatrice plus qu'aucun homme à ce moment-là, même sûrement largement moins. Et donc voilà, ils ont fait courir les pires rumeurs sur les Borgiens en général. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé la série. Guys, c'est pour ça que j'ai pas aimé la série, parce que dès les premières minutes de la série, il y a ça. Genre, ils ont vraiment utilisé ça dans la série, ça me saoule. Donc, je regarderai pas la série du prochain vol. Et alors, on en vient, parce qu'en fait, le mythe de Lucrèce, empoisonneuse, machin tout, on le doit aussi à Victor Hugo. On le doit aussi à Victor Hugo en 1833, qui va faire une pièce de théâtre sur Lucrèce Borgia, donc un titre éponyme, le titre de la pièce éponyme. Et alors là, il va vraiment dépeindre Lucrèce comme étant en fait tous les vices qu'on lui connaît. Il va vraiment les amplifier à ce moment-là. Donc voilà, il va vraiment la dépeindre encore une fois comme une empoisonneuse, incestueuse, machin, tout ce qu'on veut. Donc forcément, nous, dans notre imaginaire collectif, c'est vraiment ça qu'on a gardé en tête de Lucrèce. À cause de Victor Hugo. Ah non, je suis trop saoulée. Alors que du coup, en réalité, et on va terminer là-dessus, en réalité, Lucrèce Borgia, et ça c'est vraiment reconnu par tous les historiens encore aujourd'hui, c'est surtout une victime de sa famille. C'est un pion politique qui aurait dû avoir une vie normalement tranquille. Voilà, ça se trouve, elle aurait même été bonne sœur, pour vous dire. Voilà, donc c'était surtout un pion politique qui a été manipulé par sa famille, tout ça. Alors que voilà, pour finir, c'était vraiment une figure intelligente, diplomatique, qui vraiment cherchait la paix avant tout. C'était alors quelqu'un de très maternel, voilà, qui a dû faire quand même des choix extrêmement difficiles liés à sa maternité. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo très longue vous a plu. Moi, elle m'a pris très longtemps à écrire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ensemble d'autres figures historiques. J'ai des petites idées pour le prochain que je vais faire, parce que ce sera pas une femme, je pense que je vais faire un homme. Mais voilà, je prends vos recommandations en commentaire. Voilà. Bonne journée à vous.